Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Europe resserre les rangs autour de l'Ukraine. Hier, 15 dirigeants européens se sont réunis à Londres pour afficher leur unité aux côtés de Volodymyr Zelensky. Nous allons définir nos positions communes, ce que nous voulons obtenir, ce qui n'est pas négociable et les présenter à nos partenaires américains. Voilà ce qu'a déclaré cette nuit le président ukrainien. Après son clash face à Donald Trump vendredi, il sait pouvoir compter sur les Européens qui préparent un plan de fin de conflit. Wilfried de Villers. Oui, parmi les propositions sur la table, une trêve d'un mois en Ukraine, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. C'est ce que détaille Emmanuel Macron dans une interview accordée au Figaro. Une cessation des hostilités qui ne concernerait donc pas les combats au sol dans un premier temps. Voilà pour l'un des scénarios sur lesquels travaillent les Européens et qui doit s'accompagner de garanties de sécurité globale, a longuement insisté le Premier ministre britannique Keir Starmer hier soir. En clair, s'assurer que la Russie respecte la souveraineté de l'Ukraine et les conditions d'un éventuel cessez-le-feu. Et ce plan doit se faire avec le soutien des États-Unis, a martelé le Premier ministre britannique. L'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour soutenir la paix sur notre continent et réussir, cet effort doit bénéficier d'un soutien fort des États-Unis. Laissez-moi être clair. Nous sommes d'accord avec le président Trump sur le besoin urgent d'une paix durable. Désormais, nous devons agir ensemble. C'était bien l'autre enjeu de ce sommet, tenter de réparer la relation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ou du moins s'assurer à minima d'un maintien des discussions. Elle pourrait donc se faire par l'intermédiaire de Londres et de Paris, les deux moteurs de ce réveil diplomatique européen. Wilfried de Villers. Et dans le Figaro, ce matin, Emmanuel Macron appelle également de nouveau à un renforcement de la défense européenne. Oui, le chef de l'État veut développer une véritable culture stratégique entre Européens, dit-il. Il veut pousser les 27 à investir davantage pour s'émanciper de la défense américaine, Alexis de la Fontaine. Oui, Emmanuel Macron plaide en faveur d'une défense commune qui pourrait rivaliser avec le bouclier américain. Nous, Européens, devons dépenser jusqu'à 3,5% de notre PIB dans l'armement. Les Russes, eux, sont déjà à 10%, la France à 2%, justifie le chef de l'État. Pour financer la différence, Emmanuel Macron veut reprendre les méthodes de la crise du Covid, c'est-à-dire faire des emprunts communs ou utiliser le mécanisme européen de stabilité. L'objectif, trouver 200 milliards d'euros à investir immédiatement. Pour convaincre l'Allemagne et les autres de suivre son projet, le président utilise deux arguments. En premier, la peur en Europe d'être abandonnée par Donald Trump du jour au lendemain. Et en second, la possibilité d'un partage de la dissuasion nucléaire. Évidemment, Emmanuel Macron resterait le seul à pouvoir déclencher l'arme atomique, mais la France placerait des têtes nucléaires dans toute l'Europe à la place des États-Unis. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur ce sujet, conclut le chef de l'État. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, la défense européenne au menu d'un sommet extraordinaire jeudi à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, y présentera son plan pour réarmer l'Europe, sujet qui sera aussi au cœur d'un débat ce soir à l'Assemblée nationale. Autre front, celui de la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas qui pourraient reprendre à Gaza. Les terroristes palestiniens ont rejeté hier les propositions d'Israël pour prolonger le cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril. En réaction, l'État hébreu a bloqué hier et jusqu'à nouvel ordre toute entrée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le porte-parole de l'UE a condamné hier soir la position du Hamas et le blocage israélien. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Et si vous nous écoutez depuis l'Île-de-France, attention, ce matin, il y a une nouvelle voie réservée au covoiturage. Mise en place sur les 2/3 du périphérique et sur des tronçons des autoroutes A1 et A13. Elle est interdite aux automobilistes qui se trouvent seuls à bord de leur véhicule. Manière d'encourager le covoiturage et de réduire le trafic routier. Ces voies ne sont réservées qu'aux heures de pointe, de 7h à 10h30 et de 16h à 20h du lundi au vendredi. Et par covoiturage, ça veut dire au moins 2 dans les voitures, quelle que soit la personne qui soit avec vous. Ça peut être un membre de votre famille, bien sûr. Des voies réservées, vitesse limitée aussi sur certains grands axes et les fameuses ZFE, zones à faible émission, des restrictions sur les routes de plus en plus nombreuses qui agacent les automobilistes. Au point que certaines agglomérations font marche arrière, à Montpellier par exemple, où les voitures critère 3 étaient interdites depuis le 1er janvier. Et bien voilà 2 semaines que la ZFE est finalement suspendue. Quel que soit l'âge de votre voiture, vous pouvez donc rouler dans la métropole sans risquer une amende. Une tolérance qui va durer jusqu'en 2027 et qui redonne le sourire aux automobilistes. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier. Ici, les Renault Zoé peuvent encore croiser des Citroën C4 d'un autre âge. Comme celle de Joël, 75 ans, il peut rouler sans restriction. Je suis très attaché, c'est un diesel de 2009. Critère 3, j'aurais pas pu rouler. Et oui, car si la ZFE n'avait pas été suspendue ici, il aurait dû la vendre. J'ai une très petite retraite, 1 000 € par mois. Si je la vends, j'en achète une aux commandes. Séparation qui aurait été
assez dramatique car il habite au fin fond de l'agglomération. Quand je vais là-haut aux hôpitaux, il me faut 2 heures de tramway. Pour moi, la voiture, elle est indispensable. Si Joël peut garder cette autonomie, c'est grâce à Laurent Jaoul, le monsieur anti-ZFE de l'agglomération. Il faut s'occuper de la qualité de l'air, mais c'est pas celui qui va se déplacer avec sa petite Twingo de 95 qui va changer grand-chose. On est en pleine écologie punitive. Grâce à ces arguments, ce maire de l'une des plus petites communes de l'agglo a fait rétropédaler toute la métropole. Quand le président de la métropole de Montpellier a proposé cette ZFE, je suis allé rencontrer les collègues maires. Nous avons fini par être 23 maires. On est passé en force pour faire tomber la ZFE. Donc c'est une victoire politique. Un succès local pour l'instant, mais Laurent Jaoul a déjà pris contact avec plusieurs députés à Paris pour avoir la peau des ZFE partout en France. Montpellier, Charles L'Huillier, Europe 1. La fin des ZFE à Montpellier, une victoire pour l'écrivain et réalisateur Alexandre Jardin qui vit dans l'agglomération montpelliéraine. Il était l'invité d'Europe 1 matin à 7h10. Oui, il est engagé de longue date contre ces zones à faible émission. Pour lui, c'est une bombe sociale. Le silence global de l'ensemble des partis qui ont trempé là-dedans est une honte. La vérité, c'est qu'ils ont fait une énorme connerie et qu'aujourd'hui, ils ne savent plus comment rétropédaler. Et que dès que les PV vont tomber, il y aura tout simplement une révolution. Et à un moment, vous serez tous faits comme des rats. Je dis tous parce qu'en réalité, 20 millions, c'est un tiers du pays. Un tiers, ça veut dire que tout le monde a dans sa famille, si ce n'est soi-même, des parents, des enfants, parce que vous avez passé votre ancienne voiture à votre fils ou à votre fille qui fait des études et qui en a besoin pour sa formation. Donc en réalité, ça va impacter l'ensemble de la société. L'écrivain et réalisateur Alexandre Jardin vent debout contre les ZFE. Il était l'invité d'Europe 1 matin. Interview à retrouver en intégralité sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Et à 8h08, l'actualité judiciaire. C'est le début dans quelques minutes, à 9h, du procès en appel de Michel Platini et Sepp Blatter en Suisse. Oui, les deux anciens leaders du foot mondial vont être jugés jusqu'à jeudi pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Acquittés en première instance il y a 3 ans, ils encourent 5 ans de prison. Ce sont eux qui enquêtent sur les crimes, eux qui traquent les narcotrafiquants, eux qui ont par exemple permis l'interpellation de Mohamed Amra en Roumanie. Oui, dit comme ça, il semble faire la gloire de la police nationale et pourtant les OPJ, les officiers de police judiciaire sont en grande souffrance. Pas assez de moyens, trop d'administratifs, des journées interminables, au point qu'investiguer ne fait plus rêver. Europe 1 a pu recueillir le témoignage exclusif de 2 enquêteurs dans le Grand Est. Leurs voix et leurs prénoms ont été modifiés. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ce métier. L'envie de chercher, l'envie de trouver, d'aider les gens. David est officier de police judiciaire depuis 15 ans. Aujourd'hui, la flamme qui l'animait s'éteint peu à peu. Par rapport à quand j'ai commencé, ou quand on arrive à 60 dossiers par enquêteur, c'était beaucoup. Maintenant, on avoisine les 200. Pierre n'est enquêteur que depuis quelques mois, mais il dresse déjà le même constat. On demande toujours plus, avec autant, voire moins. Et les 2 officiers perdent énormément de temps à gérer tout l'administratif, environ 30% de leur journée. On est matraqué par les différents documents à mettre, avec des logiciels qui plantent une fois sur 2. Le logiciel n'a pas été mis à jour, ce qui fait que toutes nos procédures doivent être retapées à la main. Tout le temps qu'on perd à faire de l'administratif, c'est du temps au détriment des victimes. Et des fois, on se demande si on est encore policier. Sans compter les heures supplémentaires rarement payées au détriment de la vie privée, et cela pour à peine 25 € de plus par mois comparé aux autres policiers. Alors forcément... L'investigation ne fait plus rêver, tout le monde est à bout de souffle, donc ça n'attire pas. Il y a quelques années, ça se bouscule au portillon pour passer l'examen d'officier de police judiciaire. Maintenant, on va presque en désigner d'office. Clairement, à des proches, je déconseillerais de le faire. Inquiets pour l'avenir de leur métier, David et Pierre l'assurent, si rien ne bouge, on va droit dans le mur. Dans le Grand Est, Mélina Fachin, Europe 1. Et puis les Oscars cette nuit à Los Angeles, carton plein pour le film Anora. Sean Baker, meilleur réalisateur, Mickey Madison, meilleure actrice, Adrian Brody, exceptionnel dans The Brutalist, remporte lui l'Oscar du meilleur acteur, c'est la 2e fois. Déception en revanche pour Emilia Pérez, sur 13 nominations, seulement 2 statuettes, l'une pour le second rôle de Zoé Saldana, l'autre pour la meilleure chanson. Ça s'appelle El Mal, interprété par Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon, les 2 actrices principales dans la comédie musicale de Jacques Audiard. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Et dans un instant, François-Xavier Bellamy est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.